Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Basile est à mes côtés, comment ça va mon cher Basile? Écoute, ça va super bien et toi? Écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Avant toute chose bien sûr, on compte sur vous pour liker la vidéo, venir aussi vous abonner sur la chaîne YouTube. On attend bien sûr aussi vos réactions en commentaire. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, car oui, les haters ont 10 ans. Si vous nous avez rejoints depuis le début de l'aventure YouTube, sachez que les haters, ça a vu le jour en 2016. Tout d'abord en radio, sur les ondes de 48 FM, radio universitaire à Liège. On a ensuite connu notamment des lives sur Facebook ou encore des lives sur Twitch. Et puis, depuis le début de la saison 2025-2026, on a décidé notamment de se consacrer en grande partie à YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner à notre chaîne Twitch. On réalise de temps à autre, bien sûr, des lives avec des invités. Et donc, du coup, pour les 10 ans des haters, on s'est dit qu'on allait faire un top 5 individuel. On va donc, en gros, finalement, vous parler de 10 grands moments qui ont eu lieu sur les 10 dernières années, entre 2016 et ici début 2026. Voilà, des grands moments, des moments qui nous ont marqués, que ce soit dans les sports américains ou que ce soit au niveau des équipes régionales que nous suivons avec les haters. Ça pourra très bien être des moments auxquels on a assisté en direct, des moments peut-être commentés aussi en direct. Et n'hésitez pas dès lors, là aussi, à utiliser l'espace des commentaires pour interagir avec nous là-dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être quand même commencer par une ou deux petites mentions chacun. Et puis peut-être qu'on en recitera d'autres à l'issue de ce top 5. Je te laisse commencer avec peut-être ta première mention, un truc auquel tu as rapidement pensé, mais qui ne rentre pas donc dans ton top. Un truc que j'ai rapidement pensé, en fait, quand on parle 2016, ça revient comme un grand cru dans à peu près tous les sports. Même au-delà de ça, ou même c'est considéré comme une des meilleures années jamais vécues. Donc c'est vrai que 2016, il y a quand même eu pas mal de choses, et notamment le farewell tour de Kobe Bryant en 2016, avec toute la dernière tournée de Kobe dans tous les stades, c'est sûr. Et ce dernier match aussi au Staples Center face au Utah Jazz, où il plante 60 points. Ça, c'est pour un dernier match, je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver. Et donc du coup, moi, il n'a pas réussi à passer le cap de mon top 5, mais ça reste un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. Un truc qui a commencé en 2016 et qui s'est terminé en 2017. Tu parlais donc effectivement d'une année assez folle. Voilà, c'est la saison juste après en NBA, mais c'est la saison en triple-double de Russell Westbrook. La saison où il bat le record du nombre de triple-doubles sur une saison réalisée par Oscar Robertson. 42 triple-doubles sur la saison. Si jamais vous nous suivez sur Facebook ou que vous voulez aller aussi nous suivre sur Facebook, on avait même écrit des articles au fur et à mesure de la saison pour vous raconter un petit peu effectivement cette saison folle de Russell Westbrook. Il y avait notamment Valentin aussi, un ancien chroniqueur du temps de la radio qui participait aussi à cela. C'était fou. Alors ce qui est encore plus fou, c'est que Russell Westbrook a finalement quand même au total réalisé 4 saisons en triple-double de moyenne. Il est devenu depuis lors large recordman du nombre de triple-doubles réalisés en carrière. Mais c'est que cette saison 2016-2017, en plus, c'est à la suite d'un été quand même très mouvementé, l'été 2016, avec le départ de KD effectivement du côté de Golden State. Westbrook un petit peu seul, mais qui a montré qu'il avait la trempe d'un MVP et qu'il avait un caractère bien trempé. Tu avais peut-être encore une... Ouais, je l'avais aussi dans mes mentions, parce qu'en plus il a été MVP justement de cette régulière-là. Donc c'est vrai que ça a été une grosse mention pour moi aussi. Une autre mention sur lesquelles j'aurais quand même beaucoup plus de NBA dans mon classement, mais ça a été les Toronto Raptors qui ont été champions en 2019. Autour d'une saison tout simplement incroyable, avec l'arrivée de Kawhi Leonard en one shot, clairement. Il est arrivé une saison champion et puis ça repart. Avec des finales de conférence où face aux Sixers, ça a été exceptionnel, avec notamment un tir clutch de la part de Kawhi qui a rebondi 5 fois, si je ne m'abuse, sur l'arceau avant de rentrer dedans. Et puis il y a ces finales contre les Warriors, où certains vont dire que il y a eu de la chance côté Toronto, parce que KD s'est blessé, puis ensuite il y a Klay Thompson qui s'est blessé. Donc voilà, il y a eu des circonstances qui ont un petit peu aidé cette équipe des Raptors, mais la finalité est qu'ils sont champions, et ça a été vraiment de très belles finales et de très beaux playoffs, même de la part de cette équipe des Toronto Raptors. Ouais, un des runs les plus fous d'ailleurs pour une équipe en playoff.
certainement. Moi, je vais terminer avec la finale de la Coupe de Belgique de hockey sur glace. C'était en 2018. Donc, on est bien sûr ici au niveau du sport régional. On l'avait commenté, cette finale, en direct du temps de la radio, donc sur les ondes de 48 FM. On peut notamment en profiter pour saluer Antoine Demoulin, qui fut lui aussi chroniqueur à l'époque. Ouais. Bon, c'était dans des conditions assez sommaires, j'ai envie de dire. On n'était pas hyper bien positionné. Ça avait aussi été assez compliqué pour installer un peu le setup au niveau radio. Je sais qu'il y avait pas mal de complications au niveau de la connexion Internet. Mais voilà, on avait quand même réussi à commenter ce match en direct. On s'était donc prêté au jeu du commentary en direct, qui plus est à la radio, donc c'est jamais évident. À l'époque, en plus, on connaissait quand même pas autant les joueurs des Bulldogs que maintenant. Pareil pour ceux des Herentals, mais bon, on l'a fait, c'était une chouette expérience. Et puis, les Bulldogs s'étaient imposés face à Herentals 4-2 pour enfin mettre la main sur une Coupe de Belgique, la première remportée à ce moment-là depuis 2014. Et puis, Herentals était quand même très dominant à l'époque, donc ça faisait du bien de comme ça mettre un peu fin à l'hégémonie des Herentals. Bon, depuis lors, les Bulldogs ont clairement pris le dessus sur la scène belge. Mais voilà, c'est vrai que c'était en tout cas un beau moment, mais ça ne craque pas les 10. Écoute, je te propose en tout cas de rentrer dans le vif du sujet. On va donc chacun, effectivement, vous concocter un top 5. On va démarrer par ton numéro 5. Eh ben écoute, mon numéro 5, j'ai voulu un petit peu diversifier et quand même un petit peu essayer de représenter tous les sports. Ouais. Ben, on va commencer avec le baseball, tout simplement, avec les Dodgers qui ont été champions l'année passée, donc en 2024. Je ne vais pas parler du titre ici de cette année, mais des World Series 2024 face aux New York Yankees. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ces finales. Au-delà que les Dodgers, oui, effectivement, sont champions, il y a quand même toute l'histoire qu'il y a derrière. On a quand même une équipe des Dodgers qui, dans la décennie 2010, enfin ici 2020, fin 2010, avait quand même du mal en play-off et avait du mal à arriver jusqu'en finale. On fait venir Shohei Ohtani avec un contrat mais qui défie tout dans l'histoire du sport. Au final, on pouvait encore se poser des questions sur effectivement est-ce que Shohei Ohtani allait matcher dans cet effectif et dans cette équipe qui est déjà largement complet au niveau star. Ouais. Et au final, on voit que c'est une saison tout simplement incroyable. Des playoffs où certes Ohtani est peut-être un petit peu plus silencieux, mais réussit quand même à rester dans le coup. Et puis des finales qui sont incroyables face aux Yankees. C'était un peu, je pense, la match-up rêvée pour la MLB. New York contre Los Angeles. Ouais. On peut pas faire mieux. C'est sûr. On pourrait peut-être faire mieux, oui, effectivement, les Mets contre les Yankees, New York, mais c'est clair que voilà, la rivalité, ça a toujours été Los Angeles-New York. Donc, clairement, Dodgers-New York, ça fait rêver. Et en plus de ça, les Dodgers y arrivent enfin. Ouais. Et donc, du coup, décrochent ce titre de champion de MLB. En plus de ça, Shohei Ohtani, du coup, a sa première bague et son premier titre de champion, ouais. Lui qui n'avait jamais connu un run de playoff avec les Los Angeles, les Angels. Ouais, donc, pour moi, ça craque mon top 5. Il me semble qu'il y a un gros home run, un walk-off home run, si je ne dis pas, lors du Game 1 ou du Game 2 de Freddie Freeman. Première, d'ailleurs, je crois, dans l'histoire des World Series. Donc, il y a eu des grands moments, effectivement, dans cette finale. Donc, tout à fait. Moi, je vais commencer en 5 avec une news qui avait, je pense, attristé toute la planète sport, voire peut-être même plus. C'était un moment marquant, c'est pour ça qu'il est dans mes 5, c'est le décès de Kobe Bryant. C'était le 26 juin 2020, donc ça fera bientôt 6 ans déjà, c'est fou. Il était notamment avec sa fille Gianna, à qui on promettait un bel avenir dans le basket. Peut-être future star de WNBA dans un accident, un crash d'hélicoptère. Nous, je crois qu'on l'a appris du coup le 27 janvier au matin. Je me souviens notamment avec mon pote Val, effectivement, ancien chroniqueur, comme on en parlait, qui de suite m'a contacté en mode tiens, Jus, t'as appris Kobe, machin et tout. J'étais pas loin d'avoir les larmes, moi qui pleure quasiment jamais. Là, j'avoue que cette fois-là, ça m'avait vraiment pris très profondément. Et puis, quand il suffit de voir un peu toute la réaction, que ce soit du côté de Los Angeles, très vite, on a vu les fans s'amasser devant le Staples Center, les montagnes de fleurs en hommage à Kobe et Gianna.
On a eu aussi LeBron James, hyper attristé. En plus, 2-3 jours avant, il me semble que lors d'un déplacement des Lakers à Philadelphie, on avait Kobe qui était là courtside. On voit LeBron James qui dépasse Kobe au classement des meilleurs scoreurs à l'époque pour devenir 3e all-time. Il y avait donc toute la symbolique, qui plus est LeBron avec le maillot des Lakers. Kobe a passé toute sa carrière aux Lakers. Et puis ils étaient très proches, donc et vraiment voilà 3-4 jours après le drame. Toute la planète basket était quasiment à l'arrêt. On se souvient notamment de l'horloge des 24 où la première possession était volontairement pas disputée et tous les joueurs ou presque étaient en larmes. C'est là qu'on a vu à quel point Kobe avait marqué finalement la génération actuelle. Certes, Kobe n'est pas, je pense, le plus grand basketteur all-time, n'est pas devenu le meilleur scoreur, n'a pas remporté le plus de bagues, mais en termes d'impact, en tout cas sur le jeu, et en termes d'impact au niveau souvenir, on voit qu'il a marqué énormément de générations. Donc au final, malgré de nombreuses mentions et de nombreuses de nombreux grands moments qui auraient pu craquer mon top 5, il fallait quand même une place pour Kobe, et son décès était vraiment un moment hyper marquant des 10 ans de Haters. Je pense d'ailleurs qu'on avait dû faire une émission spéciale. Je crois qu'on était toujours en radio à ce moment-là, c'était pas avant le Covid, donc on pouvait encore aller en studio en radio. Et donc c'était pas évident, mais on l'avait fait quand même, et on se devait de rendre hommage à Kobe. On passe en 4 ? Eh ben écoute, moi en 4e place, on va pas aller très loin. On va aller du coup du côté de Liège avec les Bulldogs, et cette finale en game 5 face à Neuwied. Pour remporter la premier championnat de CEHL, parce que ça a changé. Donc du coup c'était Benelux, ça a changé en CEHL ou c'était tout Benelux. Je t'avoue que j'ai un doute. Moi j'ai Benelux dans mes notes, mais je ne sais plus si c'était déjà la saison 23-24 ou si c'était celle d'après. Bref, il y avait déjà une équipe allemande qui était là. Donc une finale contre Neuwied qui était quand même, en tout cas une match-up qui était quand même assez incroyable. La série était vraiment haletante, puisque on a Game 1 où on les ratatine 8-2. Je m'en souviendrai toujours. Un match vraiment... on se dit, la finale, elle est pliée. On sait qu'on va le gagner assez rapidement. On va aller là-bas et on va aller fêter là-bas. Que dalle. Ça a été vraiment une série très disputée où dès qu'on arrivait à Neuwied, ça ne fonctionnait pas. Ils étaient vraiment très 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 forts. Et puis il y a ce fameux match déterminant qui se joue en plus à domicile. Dernier match de Jordan Paulus, capitaine emblématique de cette équipe. Et en fait, on assiste à une purge, clairement. Moi, je suis avec un ami dans les gradins et on se regarde à la fin du premier tiers, à la moitié du deuxième, en train de se dire, est-ce qu'on va pas partir pour payer le parking un petit peu moins cher ? Et puis on se dit non, on a quand même payé nos places, on va rester là, et une finale, ça se regarde jusqu'au bout. On a bien fait de rester jusqu'au bout, parce qu'une finale comme ça, je pense qu'on n'en voit pas beaucoup dans une vie. On le disait ici récemment quand les Bulldogs ont gagné la CEHL Cup. C'est une finale où oui, on a ressenti des émotions parce qu'il y a un comeback, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas encore pareil. C'est clairement autre chose. Et puis, en plus, le dernier match de Jordan Paulus, on en discutait encore en off, etc. On prend ce que Jordan Paulus a fait dans ce match et on l'extrapole à un joueur NHL qui fait ça pour son dernier match. C'est tout simplement incroyable. Je risque d'en reparler. Écoute, je m'arrête là et je te laisserai terminer. Je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir. Par contre, effectivement, je pense pas que ça fera ton 5, moi non plus. Mais la finale de CEHL Cup remportée par les Bulldogs, au moment où on tourne, il y a une semaine tout pile. Là aussi, elle aurait pu quand même faire partie des grands moments, puisque mener 3-0 après 30 minutes, finalement, les Bulldogs ont été faire finalement quasiment l'impensable, égaliser à quelques secondes de la fin, et puis ensuite aller gagner dans une séance de tir au but où Troy Passingham a été impérial. Mais c'est peut-être encore un peu trop récent que pour peut-être aller craquer le top 5. Moi, je vais enchaîner avec les Dodgers. Moi aussi, j'ai quand même une mention de baseball dans mon classement. En tant que fan des Dodgers, j'ai peut-être effectivement plus de souvenirs avec eux qu'avec d'autres équipes. Moi, c'est simple, c'était 2025, donc c'était il y a quelques mois. Le Game 7 à Toronto, en World Series, remporté au terme d'un scénario fou aussi et d'une remontée en fin de match.
avec notamment un home run de Miguel Rojas qui n'en touchait pas une et qui était surtout réputé pour ses qualités défensives. Donc ouais, des moments fous, des actions clutch, un scénario vraiment assez incroyable. Et puis ça marque surtout le premier back-to-back en baseball depuis le siècle précédent. Il n'y avait plus aucune équipe qui, depuis les années 1990, avait fait un back-to-back. Là, les Dodgers l'ont fait. Donc oui, franchement, scénario fou. En déplacement à Toronto, il y avait quasiment tout le Canada qui était derrière les Blue Jays. Ouais. Et donc voilà, tu en parlais avec notamment le titre l'année d'avant. C'est effectivement la validation finalement du projet Dodgers où on dépense, j'ai envie de dire à tout va, où on fait all-in. On sait qu'on a les moyens, on sait qu'on peut voilà, comme ça redistribuer des salaires dans 10, 15, 20 ans et comme ça postposer un petit peu sa masse salariale. Force en est, en tout cas le constat est là, les Dodgers sont au sommet du baseball et j'ai envie de dire qu'ils ont fait les choix payants. Donc Ohtani, 2 saisons avec les Dodgers, 2 bagues. Freddie Freeman, encore une fois, quand même assez incroyable. Dernière aussi en carrière pour Clayton Kershaw. Donc il y a quand même effectivement de beaux moments de ce côté-là. Et puis chapeau à Toronto aussi, qui a fait un magnifique run de playoff, qui a offert du fil à retordre aux Dodgers. Donc c'était quand même vraiment un grand moment. Et je pense qu'en termes de fans de baseball et de Dodgers, c'est peut-être le meilleur moment que j'ai du coup effectivement sur ces 10 dernières années. On va maintenant rentrer sur le podium. Ouais. On arrive avec notre top 3. Moi, mon top 3, ça va être tout simplement le Dunk Contest de 2016. Je disais 2016 était à bon cru. Voilà, ouais. On rentre un petit peu effectivement dans le sujet parce que je pense que c'est le dernier Dunk Contest qu'on va pouvoir savourer encore pendant des années. On se souvient des Dunk Contests de Jordan, on se souvient du Dunk Contest de Vince Carter. Je pense que ce Dunk Contest-là fait partie de cette trempe de concours du All-Star Game qui resteront inoubliables. Et avant d'arriver de nouveau à un Dunk Contest d'une aussi bonne qualité, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que on a des joueurs qui préfèrent un petit peu profiter du All-Star Game pour se reposer et des joueurs comme des Zach Lavine et des Aaron Gordon qui vont se la mettre à un concours de dunk. D'ailleurs, ils l'ont refait, il me semble, en 2018, 2 ans après, pour essayer un petit peu de redonner une hype. Ça avait un petit peu fonctionné, mais ça n'a pas effacé effectivement celui de 2016 parce que celui de 2016 a été tout simplement incroyable. Si vous n'avez jamais vu ce concours de dunk, allez le voir, clairement, et essayez d'aller les voir dans l'ordre pour vraiment comprendre effectivement la bataille qu'il y a eu entre Zach Lavine et Aaron Gordon, parce que oui, on peut regarder tous les dunks de Zach Lavine et tous les dunks de Aaron Gordon, mais vraiment les regarder l'un à la suite de l'autre, c'est là où on comprend que ça monte crescendo et qu'en fait, à chaque fois, il y en a un qui surenchérit et c'est là où on se dit où est-ce qu'ils vont s'arrêter en fait. Et c'est ça, je pense, qui faisait rêver, c'est que on a un Zach Lavine qui gagne d'ailleurs ce dunk contest où on se dit il n'a pas de limite. Et je pense que si Aaron Gordon mettait encore un dunk supplémentaire, Zach Lavine avait encore un truc derrière pour remettre une couche. Donc c'est ça qui a rendu effectivement ce concours pour moi historique. Si j'ai pas de bêtises, à Toronto d'ailleurs, oui, Toronto qui finalement a accueilli souvent des grands moments de sport de ces dernières années. Et d'ailleurs, je pense que depuis 2016, est-ce que tu as un souvenir d'un concours de dunk au All-Star Game ? Non. Je défie en tout cas, effectivement, je vous défie en commentaire de nous retrouver un meilleur concours de dunk que celui de 2016, déjà de 1, mais au-delà de ça, depuis 2016, si vous avez des souvenirs de concours de dunk, parce que nous pas, hein, clairement, on se fait chier depuis. Donc non, franchement, c'est vrai que gros concours de dunk. Limite, Aaron Gordon aurait plus mérité que Zach Lavine. Enfin, après, les goûts et les couleurs peut-être aussi, mais les deux avaient envoyé vraiment du steak. Moi, je vais enchaîner avec quand même de la NFL. Et le Super Bowl de 2017. Et c'est tout simplement en fait le comeback incroyable des Patriots face aux Falcons. Si je dis pas de bêtises, c'est le dernier titre avec les Patriots de Tom Brady d'ailleurs. C'est possible. Je pense. Enfin, en tout cas, il y avait 28-3 en cours de 3e quart-temps pour les Falcons. Moi, je vous avoue que j'ai eu l'ingénieuse idée de me dire allez c'est bon, c'est fini, j'arrête, je coupe l'antenne. À ce moment-là, j'étais d'ailleurs à Toronto, donc je ne devais pas subir le décalage horaire pour suivre le Super Bowl. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que la NFL n'est pas mon sport numéro 1. À l'époque,
je la suivais pas encore tant que ça. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est plié, rendez-vous demain. De toute façon, il ne se sera plus passé grand-chose depuis, c'est fini, quoi. Et puis bon, quelques heures après, et le lendemain au réveil, qu'est-ce que je constate? L'improbable c'est produit avec un comeback fantastique. Et d'ailleurs, depuis, les Falcons, on les a plus revus. Hein. Je pense que c'est quasiment la mort de la franchise. Et à côté de ça, voilà, Tom Brady qui rajoute encore une fabuleuse ligne à son palmarès. Les Patriots, bon, eux aussi, finalement, depuis ce run, n'ont plus fait grand-chose avec la fin de l'ère Brady. Mais ce titre-là, franchement, il était incroyable. Et très vite, quand j'ai pensé au meilleur moment des 10 dernières années écoulées, c'est clairement ressorti. Il me semble que l'équipe en place à ce moment-là, je crois qu'il y avait Antoine, il y avait peut-être même aussi Alex Bourdoux qui était là. Il me semble qu'à ce moment-là, ils avaient été suivre le match du côté du Saloon, un bar dans le Carré, qui retransmettait comme ça les matchs des sports américains. Donc eux aussi, je pense, ont dû avoir de beaux souvenirs. Donc ouais, franchement, ce Super Bowl-là, comment ne pas le citer? Je pense que les Patriots ont gagné encore l'année d'après en 2018 face aux Rams, alors avec un match hyper dégueulasse, hyper défensif. C'est vrai. Il me semble. Si, c'est juste. C'était contre les Pats, ça. Ouais, un an ou deux après. Lui, celui-là, franchement, il avait vraiment piqué parce que bon, il n'y a plus de décalage horaire concernant. Mais quelle purge ça avait été celui-là. Ouais, donc c'est vrai que c'était peut-être pas le dernier. T'as raison de Tom Brady. Mais en tout cas, peut-être que c'était le plus beau de ces derniers titres, en tout cas, avec les Patriots. On passe au numéro 2. On passe au numéro 2. Écoute, moi j'ai tout simplement la dynastie des Chiefs qui a commencé ici entre 2016 et 2026. Il y en a certains qui diront que la dynastie est peut-être finie en 2026. Ouais. Le futur reste encore à écrire côté Kansas City, mais c'est clair que on a eu une dynastie qui s'est créée avec une grosse hype qui a commencé dès la deuxième saison de Patrick Mahomes. Dès sa saison sophomore, où il a marqué les esprits, où il a choqué vraiment clairement la planète football américain. Et puis ça s'est très vite soldé par des apparitions en play-off, très vite soldé aussi par des apparitions en finale de conférence. Alors, ça n'a pas toujours été simple puisque on est tombé face à des Tom Brady, on est tombé face à des Joe Burrow, donc on est tombé quand même face à des gros candidats. Ouais. Il y a quand même plein d'histoires à raconter, je vais pas toutes les raconter non plus puisqu'il y en a beaucoup, mais notamment des trucs, des faits marquants. C'est une rivalité qui s'est instaurée avec les Bills et notamment Josh Allen. Comme quoi, malheureusement, Josh Allen n'a pas souvent réussi face à cette équipe de Kansas City. Il y a aussi, l'air de rien, une petite histoire qui s'est créée face aux Bengals, avec notamment le maire de Cincinnati qui avait dit que les Chiefs étaient, on va dire, un petit peu il était un peu le papa des Kansas City Chiefs. Et puis on a eu cette fameuse phrase de Travis Kelce une fois qu'ils avaient gagné face aux Bengals, qui lui a dit gentiment de se taire. Je ne vais pas répéter ce que Travis Kelce a dit à l'antenne. Et puis il y a quand même un back-to-back à dire dans cette décennie, enfin dans ces 10 ans qui sont passés. C'est ça. Donc oui, franchement, cette équipe des Chiefs, elle a fait rêver, elle m'a fait vibrer. Alors certes, il y a eu un petit down ici, mais je pense que c'est pour mieux se relever. On a vu notamment déjà par le passé une équipe comme les Patriots de Tom Brady. Ils ont eu aussi des bas. C'est pas pour autant qu'on a crié tout de suite à la fin d'une dynastie. Donc je me réjouis de voir ce que ça peut donner. Mais c'est clair que gagner 3 titres en NFL sur 10 ans, c'est quand même déjà une bonne moyenne pour cette équipe de Kansas City quand on voit que certaines équipes peinent à peine à arriver en play-off. Donc je pense que c'est à noter. Et est-ce que total, il n'y a pas 5 présences au Super Bowl, dont 3 consécutives? Donc c'est clair qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes entre le parcours de Mahomes et Brady, entre celui des Patriots et des Chiefs. Donc peut-être que dans un an ou deux, ils seront de retour au sommet. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, je vais enchaîner avec... alors 2016, tu le disais, c'était une année assez folle. J'aurais pu parler des finales au global, mais j'ai surtout décidé de retenir le Game 7 de la finale NBA entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. Dans ce match, c'est simple, il y a Cleveland qui valide un comeback de 3-1 en finale face aux Warriors qui avaient, eux, réalisé une saison régulière en 73 victoires, 9 défaites, record toujours en cours pour le moment. Donc déjà là, l'impensable là aussi ou presque s'est produit. Et puis dans ce match, cette fin de match surtout, dans les 2-3 dernières minutes, il y a The Block, peut-être la plus grande action en carrière de LeBron James.
sur André Iguodala. Oui, s'il faut définir ce qu'est un contre en basket, c'est ça. Et puis derrière, le shoot de Kyrie, qui est tout aussi clutch, j'ai envie de dire, que le bloc de LeBron sur Steph Curry. Là aussi, un des plus grands moments, je pense, dans la carrière de Kyrie Irving, un des plus gros shoots de l'histoire même de la NBA. Et donc, oui, et puis je m'en souviens très bien à ce moment-là, saloon dans le carré, aux petites heures, effectivement, du matin. Je crois qu'il y avait cours le lendemain matin à 8 ou 9 heures, mais c'est pas grave, on s'en foutait un peu à l'époque. Et puis, aucun regret que d'avoir sacrifié des heures de sommeil pour vivre un moment pareil. Non, franchement, incroyable. Et même si à ce moment-là, j'étais clairement pas fan des Cavs et clairement pas fan de LeBron, il y avait surtout du respect quand même après une telle performance. Et puis c'était ramener un titre à Cleveland, chose que n'avait pas réussi à faire LeBron lors de son premier passage. Donc franchement, non, respect. Et c'est l'un des tout grands moments. J'en ai un que j'ai mis quand même en 1 parce que vraiment vécu sur place en direct. Mais de suite, dès que j'ai dû là aussi penser à mon top 5, ce match-là est revenu. On va enchaîner avec notre numéro 1. Ouais, comme tu l'as très bien dit, moi c'est clairement les finales de 2016 avec les Cavs. Je vais pas faire comme toi, juste mettre le Game 7, mais moi je vais englober toute la finale parce qu'il y a trop d'histoires à raconter. Il y a déjà, ils reviennent de 3-1, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire des finales. T'as au-delà de ça plein de moments cultes, notamment il me semble le match 5 et le match 6, où lors des 2 matchs, Kyrie et LeBron mettent 60 points à eux deux sur les 2 matchs, ce qui n'avait jamais été fait non plus en finale NBA. Et puis, comme tu l'as dit, tu as des actions, le chase down block de LeBron James, tu as aussi notamment le 3 points de Kyrie Irving qui est hyper bien pensé. L'action, j'ai pas besoin de la revoir pour la connaître par cœur, où tu as Klay Thompson qui est en défense sur Kyrie Irving, tu as J.R. Smith qui vient poser l'écran pour switcher, pour que Kyrie se retrouve face à Curry, parce que on sait très bien que Curry est un peu moins bon défenseur que Klay Thompson, et puis il y a cette isolation, le step back 3, et puis ça fait filoche. Ouais. Quand tu le regardes, il y a certains Paul George, il pourrait peut-être dire que c'est un bad shot pour la ref, mais bon, ça rentre, ça fait filoche. Donc il y a trop à dire sur ce match-là. Et puis au-delà de ça, il y a toute une histoire aussi où je suis en vacances en Corse avec un pote qui adore parier, et il c'était à un point où il voulait parier sur la NBA, mais il n'y connaissait rien en NBA, donc il me demande à moi, et moi je dis pas le cœur, on va dire les Cavs, mais bon, la raison, on dira les Warriors. Moi, au fond de moi, je voulais que ce soit les Cavs, je voulais y croire, et puis même jusqu'au 3-1, je voulais encore y croire, et je m'étais même peut-être laissé tenter d'aller poser un pari sur les Cavs champions à 3-1, alors que la cote était démesurée. Ouais. J'aurais dû le faire. Au final, j'aurais dû le faire. Et mais c'est clair que même quand on n'y croyait plus, on voit que ça revient. Et puis c'est vraiment dingue. Et puis aller gagner en plus de ça là-bas à Golden State, c'est clairement dingue. Et puis il y a plein de choses qui font que pour moi c'est les plus belles finales que je pouvais imaginer, puisque c'est le joueur qui m'a fait aimer le basketball, LeBron James, avec le joueur qui m'a fait continuer à regarder le basketball, Kyrie Irving. Les deux se réunissent dans la même équipe. Et je supportais les Cavs parce qu'il y avait Kyrie Irving. Donc, déjà, quand je vois LeBron arriver, pour moi, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et en plus de ça, le voir refaire gagner, le voir revenir gagner à Cleveland avec Kyrie, qui est un de mes meilleurs... des joueurs que je préfère. L'histoire est incroyable. Donc, je ne peux pas ne pas mettre cette finale, parce que en plus, elle contribue aussi au fait que pour moi, le 2016 a été une année exceptionnelle, ne fût-ce que dans ma vie privée. Donc, ça a joué effectivement là-dedans. Donc, je ne peux pas ne pas les mettre en numéro 1 de ce top 5. C'est sûr, effectivement. Ouais, c'est un des plus grands moments et une des plus grandes finales de l'histoire de la NBA. Moi, je vais terminer avec... une, effectivement, déjà de tes mentions dans ton top 5, le match 5 entre les Bullocks et Neuwied, la finale 2024.
avec notamment un finish en apothéose pour Jordan Paulus qui met 4 buts en finale, dont le but de la victoire. Il y a aussi le fait d'avoir été mené 1-4 après les 20 premières minutes. Alors pour avoir fait le match il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, au final, c'était un hold-up monumental de Neuwied qui se montrait d'une efficacité redoutable. À chaque attaque, c'était goal. Le reste, les Bulldogs faisaient le jeu, dominaient, mais n'y arrivaient pas. Ils sont quand même revenus à 2-4 et 3-4 au cours du deuxième tiers. Et puis, il a fallu attendre la toute fin de match. Il y a Hugo Reinhardt qui surgit de nulle part pour égaliser. Et puis le reste, la prolongation assez folle, puisqu'au départ, les Bulldogs prennent une pénalité pour too many men. Sur le banc des Bulldogs, on pète un câble en mode mais qu'est-ce qu'on a foutu, on va limite lâcher le match là-dessus. Et puis non, Jordan Paulus en avait encore en lui pour aller arracher cette victoire. Les émotions. Et puis ce qui me fait mettre ça en 1, c'est que j'y étais vraiment sur place en direct. Je pense que c'est vraiment les plus belles émotions en termes de sport auxquelles j'ai assisté. Là où pour les autres, oui, ça a été vu en direct, mais on n'était pas sur place, donc c'était pas la même vraiment émotion ou sensation. Donc c'est pour ça que je mets ça en numéro 1. Et comme tu le disais tout à l'heure, si tu as Crosby qui finit sa carrière comme ça, ça fait vraiment le tour de la planète. Donc non, franchement, chapeau à Jordan Paulus et chapeau aux Bulldogs. Voilà ce qui clôture en tout cas notre top 5. On avait peut-être encore juste une ou deux mentions par-ci par-là. Ouais. Je ne sais pas toi notamment. Restait en stock. En tant que fan du Avalanche, ce qui m'a un petit peu aidé à commencer à suivre de plus en plus près cette équipe et notamment Nathan MacKinnon, etc. Ça a été notamment aussi l'épopée de 2022 où ils sont champions. Où on a une saison de Nathan MacKinnon un petit peu blanche qui revient pour la fin de saison et qui brille en play-off et qui amène cette équipe jusqu'au bout, avec notamment aussi une belle histoire avec Landeskog qui joue les finales malgré une blessure et qui lui coûte 3 saisons par la suite où il ne joue pas, donc il y a quand même pas mal de sacrifices et c'est vrai que il n'y a que dans les sports américains où tu peux entendre des histoires comme ça. Donc, j'ai pas réussi à le mettre dans mon top 5 parce qu'il y a trop de moments qui m'ont fait vivre de meilleures émotions, mais ça fait quand même partie de grands moments du sport pour moi. Moi, j'avais quand même en NHL, puisque je n'en avais pas dans mon top 5, Crosby, surtout, et les Penguins au sommet en 2017. Ils font le back-to-back. C'était quand même l'un des plus grands hockeyeurs de l'histoire au sommet de son art. Le record de but d'Ovechkin, mine de rien, peut-être que dans quelques années, on se dira, le mec, il est quand même allé taper la barre de Dominik Gretzky. Ouais. Donc, c'est assez fou. Et puis, peut-être pour finir, le nuit de Steph Curry à Paris aux Jeux Olympiques en 2024. Une clutchitude folle en fin de match face à la France. Et un très, très, très grand moment de sport. C'est là-dessus, en tout cas, qu'on va se quitter. N'hésitez pas, en tout cas, bien sûr, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On compte sur vous également pour venir vous abonner à la chaîne YouTube, à liker aussi, bien sûr, le contenu si la vidéo vous a plu. Puis on espère surtout que la Hater sera encore partie pour 10 ans, que ce soit notamment YouTube. N'oubliez pas non plus la chaîne Twitch, elle est là pour nos lives invités. Et puis tous les autres réseaux sociaux, vous les retrouverez, bien sûr, en commentaire. Allez, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.